Après les échanges coutumiers, il est temps pour Éléonore Temboyonne de quitter son clan et de rejoindre celui qui sera désormais le sien, le clan Boirat. C'est enveloppée de tissu par les gens des districts de Yingen qu'elle devient désormais l'épouse du grand chef de Yingen, Théodule Boirat. Ce mariage unit deux personnes, mais il unit aussi deux clans et plus particulièrement deux chefferies, la chefferie Boirat de Yingen et la chefferie Bouéon de Balad. Pour l'événement, les 14 districts de la commune de Yingen sont venus préparer le mariage du grand chef. C'est important que ces événements se fassent de manière à ce que les jeunes générations voient comment coutumièrement on fait les choses, le mariage d'un grand chef, mais en même temps c'est symbolique dans la mesure où l'autorité coutumière, faut qu'elle soit debout. C'est la pyramide dans la tribu, dans notre société, c'est celle-là, c'est le grand chef. Ah, c'est unique, c'est pas tous les jours. C'est pas comme les mariages comme les autres, c'est le grand chef. Les mariages de chefferie s'accompagnent généralement d'importantes quantités de présents. Mais sous demande de Théodule Boirat, pour cet événement, il n'en a pas été ainsi. Il a dit de lui-même qu'il faut baisser la coutume. Donc c'est le conseil district qui prend le relais de faire le planning, comment on va procéder, à partir des clans ou à partir des maisons, chaque habitation. Donc ils ont adopté que chaque habitation, maison, une demi-pièce et 1000 francs CFP. Le mariage s'est fait sur 2 jours. D'abord jeudi, le mariage coutumier, et le lendemain, s'est fait le mariage religieux à l'église et civil à la mairie. Pour la vidéo d'aujourd'hui, le thème, ça va être comment trouver les idées pour faire une vidéo, court-métrage, une mini. Ici, on sort les tablettes, les téléphones et les appareils photo. Pas pour chatter, mais pour réaliser des courts-métrages. C'est 7 enfants qui participent à un atelier vidéo organisé à la médiathèque de l'Ouest pendant les vacances. Ils se mettront pendant 5 jours dans la peau d'un reporter. Alors, comment tu t'appelles? T'as quel âge? Je suis Lola Kefelec, j'ai 16 ans, lycée de Tambou. Non, c'était vachement marrant déjà de se creuser la tête pour trouver les idées. Très classe, ça l'était, de se creuser la tête pour trouver les idées et puis après de les mettre en action et puis le fait de passer vite, de faire la caméra, de courir partout, c'était marrant. Pour Hector, l'animateur de l'atelier, l'important est que les jeunes s'emparent de leur outil numérique personnel. Maintenant, avec un portable, on peut faire des vidéos de haute définition avec une tablette. Mais c'est ça que je veux leur apprendre, d'utiliser, de se débrouiller avec ce qu'ils ont. Il y a un concours de court-métrage qui a été lancé au 1er avril de cette année et qui court, on n'a pas encore de date limite, mais qui court à peu près jusqu'en octobre. Donc les gens sont invités à nous envoyer leur court-métrage et les élèves là, qui participent à cet atelier pourront aussi participer, s'ils le souhaitent, à ce concours. À la fin de la semaine, les jeunes reporters pourront récupérer leurs réalisations, des souvenirs qui resteront gravés. Ils en ont pris 3 de ce côté et 4 de l'autre, dont les 4 toiles originales qui étaient bien entendu dans les valeurs les plus hautes. Sur ce mur, le petit marché, mes cases et mes frangipaniers, le pilou disparu, toute la simèse a disparu. C'est grâce aux photos de ses œuvres répertoriées sur son smartphone qu'Isabelle Tutugoro fait le compte de ce qui a disparu un soir d'avril. Au total, 11 tableaux ont été dérobés. C'est un préjudice que l'artiste,
évalue à plus de 300 000 francs. La valeur, c'est selon la cote de l'artiste. Bien évidemment, au plus un artiste expose et s'exporte, la valeur augmente. On a l'aide de nos galéristes qui nous représentent aussi, qui nous aident beaucoup à faire nos prix, parce que c'est jamais un travail très facile d'évaluer le prix d'une toile. La cote est une indication de la valeur d'une œuvre, obtenue par constat officiel lors de ventes aux enchères. Ce sont les différentes œuvres vendues de cet artiste qui forment sa cote. Elle suit un cours variable selon les différentes ventes aux enchères, la santé de l'économie, la date de création de l'œuvre, la mode ou encore le décès de l'artiste. Tous ces éléments vont nous mener à ce que l'on appelle un format de référence qui est le 15P. Pour expliquer aux téléspectateurs, le 15P, c'est le 15 paysages, et qui est un format de référence dans tous les livres de cotation ou dans tous les sites de cotation. Et c'est un format qui est 65 par 50 cm. Ce 15P va avoir de l'importance lorsque on voudra coter véritablement un tableau. Format de référence ou 15 paysages permet d'établir le prix moyen d'une œuvre. Le prix de vente constaté pour un tableau dépend de critères tout à fait objectifs, en particulier la technique utilisée, la taille, l'expérience et la notoriété de l'auteur, le nombre d'expositions personnelles réalisées par l'artiste, le nombre d'expositions collectives, le nombre d'articles de presse significatifs concernant l'artiste, l'existence d'un site officiel dédié à l'artiste sur le web, le nombre de livres consacrés à l'artiste et enfin la formation. Le prix pour 0 m² 3 dans soit des livres de référence, soit, on le sait comme ça, de bouche à oreille, c'est à peu près 120 000 francs. 120 000 francs, ça donne du 400 000 francs au mètre carré. À partir du moment où ce tableau est d'un format 40-50, 40-50, ça fait donc du 0 m² 2, 0 m² 2 multiplié par 400 000, ça fait 80 000 francs. Donc tout de suite, très rapidement, on arrive au prix de cette œuvre à 80 000 francs CFP. 80 000, c'est un prix de référence, mais ça peut être 60, comme ça peut être 90 ou 100. Voilà, ça va dépendre peut-être aussi, je dirais, un tableau qui est un peu plus un coup de cœur qu'un autre. Isabelle Tutugoro est victime pour la seconde fois de vol. En 2012, une toile d'une valeur de plus d'1 million de nos francs avait été dérobée. Pour ce vol, l'artiste n'a reçu aucune indemnité de son assurance. Cette fois-ci, c'est l'assurance de l'établissement où étaient exposées les toiles qui devrait prendre en charge le préjudice. Contactée à plusieurs reprises, l'assurance n'a jamais répondu à nos sollicitations. Une enquête est en cours. L'écomusée de Vaud a reçu une étonnante personnalité. Âgée de 76 ans, Mutsuko Minegishi, 7e dan en Aïkido, a le plus haut grade jamais décerné à une pratiquante féminine. Elle est connue dans le monde pour ses techniques bien particulières, pour avoir gardé un Aïkido authentique, puisqu'elle a pratiqué au plus près de l'origine de l'Aïkido. Plutôt convaincre que vaincre, cette pratique traditionnelle japonaise donne des repères moraux forts. L'objectif de l'aïkido et dans le développement personnel, c'est d'être calme, dans un état méditatif, donc ça se passe presque rapidement et en même temps, on renvoie la force de l'autre. Ça veut dire que si elle est agressive, la personne en renvoie sa force. Et en même temps, puisqu'on est centré sur nous-mêmes, eh bien, on peut l'aider aussi, comme on peut aussi lui donner une leçon, mais une leçon juste. If there is no competition and the training is only to make you a happy person, a strong person inside, and a well-disciplined person with confidence, then you will become a very true warrior, true person, strong person. So competing against each other is not very good. Mutsuko œuvre beaucoup auprès des enfants. L'aïkido, selon elle, est un environnement approprié au développement équilibré tant physique que mental, ce qui permettrait une juste estime de soi, mais surtout de l'autre.
Aujourd'hui, la musique est à l'honneur à Koné, mais dans un environnement auquel les artistes ne sont pas habitués. En effet, le public n'était pas venu pour les regarder, mais plutôt pour faire quelques courses. Le fait de venir jouer ici dans un centre commercial, en fait, c'est vrai que c'est pas naturel, parce que les gens ils sont pas là pour nous regarder, donc c'est un peu un baromètre en fait pour voir si les gens ils s'accrochent ou ils sont venus. C'est pas venu pour regarder de la musique, mais en fait ils sont surpris. Voilà. Ils voient l'ambiance et puis après ils voient aussi le niveau musical des personnes qui passent. Je trouve que c'est un bon moyen d'avoir une opinion des gens. Une dizaine d'artistes étaient conviés à se produire librement sur la scène. Les animations se sont déroulées de 11h à 14h. Une demande qui s'inscrit dans une politique de proximité. Dans le cadre de la fête de la musique, on souhaitait décentraliser et rapprocher un petit peu ces différentes actions auprès de nos populations, que ce soit aux tribus ou au village. En amont donc, de la grosse manifestation qui est prévue ce samedi au Centre culturel de Pomemi avec différents groupes qui se produiront donc, à l'occasion de la fête de la musique de la commune de Koné. En attendant la grande fête de ce samedi, notez que demain, un concert est proposé à la tribu de Konyambo de 17h à 21h. Hier, ils étaient une quinzaine de jeunes de différentes tribus du district de Thio à s'être rendus au point info, organisé par le vice-rectorat et la mairie sur le thème de l'école. Certains sont venus accompagnés de leurs parents, d'autres de leurs cousins et de leurs cousines. C'est avec le sourire que Jean-Christophe Ponga, originaire de Kouawa et ingénieur géologue à la mine, partage avec eux son parcours scolaire. Alors, j'ai bien traversé les premières années et tout ça. Après, j'ai perdu mon papa à l'âge de 11 ans par là. Et c'est là où ça a commencé à bafouiller un peu. Donc, je suis arrivé dans ces âges-là de 13, 14 ans. Là. Les hormones aussi, on commence à être amoureux des filles et tout. Donc, le cerveau qui part dans tous les sens. Voilà. Donc, troisième redoublé, première redoublé, terminale redoublé aussi. Pour dire au final, voilà, je suis sorti avec un bac à 20 ans et à partir de là, j'ai commencé à me dire, bon, allez, il faut que tu te prennes en main et tout. Je suis venu aujourd'hui partager l'expérience de cette vision de l'école parce que moi, j'ai vécu ça aussi en étant jeune. C'est-à-dire qu'il y a eu certains de nos anciens, nos grands frères et tout, qui sont venus nous expliquer un peu ce que ça leur a apporté. Et en faisant cet exercice-là, ça nous a ouvert, nous, l'esprit à l'époque. Quelque part, en revenant aujourd'hui, on espère un peu que un, deux ou plusieurs jeunes, là, ça ouvre un peu l'esprit et puis que derrière, ils s'engagent un peu plus loin à l'école. Après plusieurs témoignages, les jeunes ont aussi pu se renseigner auprès de quelques représentants des institutions de l'enseignement de Nouvelle-Calédonie. C'est suite à l'incendie du collège La Colline que cette rencontre a eu lieu. C'est le message qu'on doit faire passer à tous nos enfants. Comment les faire aimer l'école? Parce qu'à partir du moment qu'ils aiment l'école, ils vont vouloir aller. Et puis donc voilà, c'est le travail des parents. Mais voilà, c'est le travail aussi du corps enseignant. Comment avec les parents, on fait que l'école, nos jeunes, ils aiment bien ça. Voilà. C'est ça un peu le message qu'on doit passer lors de nos tournées. Ces échanges ont été appréciés par les jeunes, mais c'est aussi un sentiment d'injustice que l'on ressent chez certains. Ils pointent du doigt de certaines communes, mais c'est tout partout après la délinquance. Tout le monde regarde mal Thio, mais il y a aussi des trucs positifs aussi à Thio. Il faut venir regarder par vous-même.
faut pas se fier à ce que les médias ils disent. Parce que voilà, on n'est pas tous des délinquants ici. Puis ben, c'est ça, là, ben, l'évolution. Après, ben, les jeunes, après, ils se cherchent une identité aussi après, par là. Et en fait, parce qu'on n'arrive pas à s'exprimer devant eux. Dire que c'est juste pour machiner le système, tout ça, mais on s'enfonce encore nous-mêmes en faisant tout ça. Puis ben, faut aller de l'avant, faut avancer. Faut entraîner les autres aussi pour avancer. Le collège La Colline rouvrira ses portes ce lundi 20 juin à la rentrée scolaire. Ouais, 5 pages, si vous voulez bien, ça serait pas mal. Tu commences. Bon, je commence. L'Agence de développement économique de la Nouvelle-Calédonie, mise en place en 2012, et l'Institut agronomique néo-calédonien ont signé aujourd'hui une convention. Les objectifs, favoriser les interactions afin de construire au mieux l'ensemble de la recherche, de l'innovation et du transfert en termes d'environnement, mais pas seulement. On a des activités thématiques qui ont pour vocation par exemple à développer l'agriculture durable, à développer des nouvelles pratiques agricoles ou des nouvelles variétés en fait, qui permettront de développer davantage les productions agricoles locales. On travaille aussi en matière de valorisation des ressources marines. Alors dans ce cadre-là, le lien avec l'IAC n'est peut-être pas forcément évident à faire et pourtant, en fait, dans ce cadre-là, on travaille par exemple à la valorisation des déchets de poissons pour les transformer en engrais, donc des engrais qui pourraient être testés en collaboration entre l'IAC et l'ADECAL dans quelques années. Une collaboration entre l'ADECAL et l'IAC qui existait déjà dans le cadre d'études sur les sols, la génétique des tubercules tropicaux ou encore à travers l'émergence de projets innovants. Des recherches nécessaires pour le pays car elles sont un levier de développement à condition de respecter la biodiversité du pays qui est riche et en mutation. Quand on parle d'un développement durable, de réchauffement climatique et autres, parce qu'on a une forte biodiversité en Nouvelle-Calédonie, et notre activité prépondérante au niveau économique, c'est le nickel. Donc en allant chercher le nickel, on touche à l'environnement terrestre, marin et l'espace aérien. Et donc là, on a des sujets qui intéressent en général les chercheurs à un niveau mondial. Pour réaliser ces études, c'est 650 à 700 millions de francs environ qui sont attribués à l'IAC chaque année. L'enveloppe budgétaire pour 2017 sera à définir par le contrat de développement au prochain comité des signataires qui se déroulera en octobre. La bourse NZ fête ses 30 ans. Un dispositif initié par le gouvernement de la Nouvelle-Zélande, mais qui travaille en collaboration avec les 3 provinces. 2016 voit les 30 ans de ce dispositif, au cours duquel nous avons eu donc 350 jeunes Calédoniens qui ont pu en bénéficier. Les domaines de formation sont très variés, ça va donc de l'informatique au tourisme, aux services, aux mines et autres. Et donc c'est aussi une façon d'aider les jeunes de la Nouvelle-Calédonie à mieux s'intégrer dans la région Pacifique en suivant une formation d'anglais pour quelques mois, suivie d'une formation professionnelle d'1 an. Jean-Guy a fait partie de la promotion de 1997 et a étudié à Auckland. Aujourd'hui, il travaille au centre culturel Chibao. On m'a conseillé cette filière-là, la culture, le tourisme culturel. Voilà. Et ça, c'était tout nouveau pour moi à l'époque. C'est tout nouveau d'ailleurs. C'est un concept nouveau qu'eux, ils avaient déjà expérimenté déjà depuis, je pense, un certain nombre d'années déjà avant nous. Et c'est là que je me suis dit, ah oui, ben, ça me correspond tout à fait. Et c'est comme ça que j'ai opté sur la filière qui s'appelle en maori Pukenga. Pukenga, ça veut dire, voilà, c'est le trésor maori qu'on transmet, la transmission. En plus des acquis académiques, la bourse NZ permet aussi aux jeunes Calédoniens de côtoyer des étudiants du monde entier. Donc on était bien entourés, on se soutenait l'un l'autre, on était assez contents et heureux de se retrouver et puis d'échanger avec les autres aussi. Hein. Il y avait, comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est tous les Japonais, l'Asie, pratiquement toute l'Asie est là, du nord au sud, les Africains. Comme Jean-Guy, une dizaine de jeunes du pays partiront cette année encore pour 1 an d'études chez notre voisin, la Nouvelle-Zélande. Hier, la France a battu l'Albanie 2-0. Un match à suspense avec de nombreuses occasions et des buts inscrits à la 90e et 95e minute par Antoine Griezmann et Dimitri Payet. Ce matin, pour ces jeunes venus jouer au foot pendant les vacances, c'était l'heure du débrief.
Ils ont fait un bon match, mais bon, s'ils font ça à chaque fois, marquer toute dernière minute, je pense que la moitié des supporters vont avoir un infarctus devant la télé. Ils ont un jeu collectif, c'est bien, et j'espère qu'ils vont continuer. Déjà, il aurait dû faire entrer Griezmann et puis Pogba en première mi-temps. Parce qu'ils sont, les deux, ils sont forts. J'ai eu très peur parce que le premier but de la France, le tout premier but du match tout simplement, il s'est passé à la 89e minute. Donc moi qui j'étais pour la France, il y a eu beaucoup d'actions et ouais, j'ai eu peur. Et chacun a son joueur fétiche. Il y a Payet parce que c'est un bon joueur, il joue collectif. Pogba et Griezmann. Paul Pogba. Actuellement en tête dans le groupe A, la France affrontera la Suisse le 19 juin prochain.